Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo traitant du mécanisme du brassage interchromosomique. Pour introduire le sujet, nous allons considérer deux individus de l'espèce humaine qui présentent des phénotypes différents pour les caractères suivants: couleur des cheveux et couleur des yeux. Nous avons donc un père brun aux yeux marrons et une mère blonde aux yeux bleus. Un croisement entre ces deux individus peut conduire à un enfant présentant des cheveux blonds et des yeux marrons. Ce croisement illustre la notion de phénotype recombiné dans le cadre de la reproduction sexuée, c'est-à-dire que l'on peut avoir de nouvelles combinaisons de caractères qui fait que les descendants sont différents de leurs deux parents, mais également de leurs frères et sœurs. Ceci nous amène à la problématique suivante: comment la reproduction sexuée permet-elle l'apparition d'individus au phénotype inédit? Pour illustrer le mécanisme du brassage interchromosomique, nous traiterons des drosophiles, qui sont des petites mouches que l'on peut retrouver dans des corbeilles de fruits, car elles ont la particularité de se nourrir des moisissures qui se développent sur ces fruits au cours des jours. Donc en nous appuyant sur les travaux réalisés par Thomas Morgan sur les drosophiles, nous pourrons déterminer quels sont les gamètes produits par un individu grâce à ce que l'on nomme un croisement de contrôle. Puis nous verrons comment on peut déterminer si deux gènes sont liés ou indépendants. Et enfin, nous traiterons du mécanisme du brassage interchromosomique et de la notion de l'assortiment indépendant. Nous allons étudier deux caractères distincts. Le premier caractère, c'est la longueur des ailes. C'est codé par un gène qui dispose de deux allèles, l'allèle VG+, qui code des ailes relativement longues, et l'allèle VG qui code pour des ailes que l'on qualifie de vestigiales, c'est-à-dire des ailes de taille réduite. On s'intéressera également à un second gène qui détermine la couleur du corps chez la drosophile, et ce gène il dispose d'un allèle EB+, qui code le caractère corps clair, et l'allèle EB qui code le caractère corps sombre ou corps couleur ébène, ou en anglais ebony. Nous allons considérer des croisements. Ces croisements vont impliquer différents types de drosophiles. Dans un premier temps, nous allons imaginer une génération parentale avec un parent P1 et un parent P2. Pour le parent P1, on peut voir son génotype ici, pour les deux gènes étudiés. Donc pour le caractère longueur des ailes, nous avons ce génotype, et pour le caractère couleur du corps, nous avons ce génotype. Nous avons également le génotype du parent 2. Si l'on considère les individus de la génération P1, on peut rapidement déterminer le phénotype. On a déjà un ordre d'idée ici avec ce schéma, mais ici nous avons une photo qui nous présente directement les individus de la P1. On constate alors que ces individus disposent de longues ailes et d'un corps relativement clair, ce qui va ici se noter VG+, EB+. Concernant les parents 2, on voit que le corps est de couleur ébène et les ailes très réduites puisqu'elles ne sont pas ou peu visibles ici grâce à la photographie. Notre phénotype est donc VG-EB. À présent, on va considérer que l'on réalise un croisement entre la génération P1 et la génération P2, qui va donc conduire à une génération filiale numéro 1 que l'on qualifie de F1. Nous, on aimerait déterminer le génotype de la F1. Eh bien, c'est très simple. Ici, nous avons un parent 1 qui est homozygote pour les deux gènes. Il est VG+, VG+, EB+, EB+. Donc, les gamètes qu'il va donner seront forcément des gamètes VG+, EB+, puisque l'on rappelle qu'un parent transmet toujours un exemplaire de chaque gène. De l'autre côté, il n'y aura pas de mystère. Pour le P2, il transmettra des allèles VG et EB via ses gamètes. Et donc la fécondation des gamètes de la génération P1 et P2 donnera forcément le génotype suivant, VG plus VG, EB plus EB. Nous avons donc un individu hétérozygote pour les deux gènes étudiés. On aimerait pouvoir déterminer le phénotype de ces individus. Alors ici on a déjà un ordre d'idée grâce au schéma, mais le jour J il faudra procéder à une observation. Donc ici cette observation elle nous indique directement le phénotype. On a des longues ailes et un corps clair. Donc ça se notera VG+, EB+. À présent, on veut pouvoir déterminer les rapports de dominance des allèles pour ces deux gènes. On connaît le génotype de l'individu et on connaît son phénotype. On a juste à comparer le phénotype au génotype. Ici, on constate de longues ailes, donc cela veut bien dire que parmi les deux allèles, celui qui s'exprime, c'est l'allèle VG+. Concernant la couleur du corps, c'est une couleur claire, ce qui indique que, ici, c'est l'allèle EB+, qui s'exprime. Il est donc dominant sur l'allèle EB, et l'allèle VG+, est donc dominant sur l'allèle VG. On désire connaître les gamètes que peuvent produire les individus de la F1. Donc parmi cette population, quels sont les gamètes qui peuvent être produits?
Pour ce faire, on va réaliser ce que l'on nomme un croisement de contrôle. C'est-à-dire que l'on va prendre un individu dont on veut connaître les gamètes et on va le croiser avec un individu homozygote récessif. Ici, cela correspond à des individus de la génération P2. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'ici on sait avec certitude quels sont les allèles que vont transmettre P2 via ces gamètes. Ici, ce sera forcément l'allèle VG et EB, puisqu'on a un individu homozygote récessif. Et oui, pour rappel, lors de la reproduction, on a la rencontre d'un spermatozoïde et d'un ovocyte qui véhiculent les allèles transmis par les parents, et c'est ce qui va conditionner le génotype des descendants. On peut représenter un tel croisement avec la grille de croisement suivante, ou grille de Punnett, et on va rapidement se rendre compte que comme on connaît les allèles qui sont transmis par le parent 2, eh bien on connaît la moitié du génotype de tous les individus de la F2. Maintenant, nous, on veut connaître les allèles qui ont été transmis par les gamètes de l'individu de la F1. Pour ce faire, on va devoir donc observer les individus de la F2. Donc, le jour J, vous aurez ce type de boîte de pétri qui va vous présenter différents individus de la F2. Nous, on veut identifier tous les phénotypes possibles parce que ça va nous permettre de compléter notre grille de Punnett. Ici, très vite, on va pouvoir identifier des individus qui présentent des phénotypes qu'on va qualifier de parentaux, c'est-à-dire que ce sont les mêmes phénotypes que ceux qu'on avait observés pour les générations P1 et P2. Si on continue, on va se rendre compte qu'on a d'autres phénotypes que l'on va qualifier de recombinés. Ce sont de nouvelles combinaisons de caractères. Ici, on a enfin des drosophiles qui ont un corps sombre avec de longues ailes, ce que l'on n'avait pas observé jusqu'à présent. À titre d'exemple, on a aussi des drosophiles à corps clair avec des ailes vestigiales. Donc à présent, on veut déduire le reste du génotype de ces différents individus. Donc on sait que chacun de ces individus ont déjà un allèle VG et EB qui sont récessifs. Donc en observant le phénotype, on va pouvoir déduire le deuxième allèle pour chacun de ces deux gènes. Ici, j'observe une drosophile qui a des longues ailes. Ça, c'est déterminé par un allèle VG+, qui est dominant. Donc ici, la seule possibilité pour avoir ce phénotype, c'est que le deuxième exemplaire soit un allèle VG+. Si j'utilise encore ce raisonnement pour le second gène, le second caractère, eh bien on constate ici que le corps est clair, et ça c'est habituellement codé par l'allèle EB+. Or ici, j'ai l'allèle récessif EB, donc par déduction, nous avons ici un allèle EB+. Si je procède de la sorte pour chaque phénotype, on peut compléter, et on va trouver à chaque fois le génotype des différents phénotypes de la F2. Et par conséquent, eh bien, on peut trouver les allèles qui ont été transmis par les gamètes. Maintenant, on veut savoir si les deux gènes que l'on a étudiés ils sont qualifiés de liés ou indépendants. C'est-à-dire, est-ce qu'ils se transmettent toujours ensemble ou de manière indépendante d'une génération à une autre. Si on a des gènes indépendants, ça voudrait dire que les deux gènes sont situés sur des paires de chromosomes différentes. S'ils sont liés, cela veut dire que ces deux gènes se situent sur une seule et même paire de chromosomes. Si l'on veut traduire tout ça, cela veut dire est-ce que le caractère cheveux bruns et le caractère yeux marrons sont toujours transmis ensemble de génération en génération, ça correspondrait donc à des gènes liés, ou est-ce que ce sont des caractères indépendants, ce qui permet l'apparition de nouvelles combinaisons de caractères. J'aimerais juste ici nuancer mes propos. Alors ici, j'ai réalisé deux schémas qui ont pour but de vous simplifier la vie et pour vous introduire la notion de gène indépendant et gène lié, mais gardez bien en tête que l'on peut avoir deux gènes localisés sur une même paire de chromosomes qui peuvent tout de même se comporter comme des gènes indépendants. La seule condition, c'est qu'il faut que les loci de ces deux gènes soient suffisamment éloignés sur le chromosome. Si je veux trancher entre gène indépendant ou gène lié, je vais devoir calculer le pourcentage des différents phénotypes de la F2. Pour faire cela, il n'y a pas 10 000 solutions. Soit j'utilise une loupe binoculaire avec des marqueurs et je vais venir dénombrer les individus de chaque type de phénotype, ou soit je prends une photo grâce à une caméra numérique et après via un logiciel tel que Mesurum 2, je vais pouvoir venir faire la même chose. Donc ici, on va considérer 4 phénotypes différents, 2 parentaux, 2 recombinés. On associe une couleur à chacun de ces phénotypes et on procède au comptage. Donc si vous voulez éviter les confusions, je vous recommande vivement de regarder la couleur au niveau du thorax de la drosophile et non pas au niveau de la pointe de l'abdomen. Parce qu'au niveau de la pointe de l'abdomen, vous avez toujours cette petite pigmentation noire. Une fois qu'on a procédé au comptage, eh bien on présente les résultats de la bonne manière avec un joli tableau, on fait plaisir au correcteur.
On peut calculer les pourcentages de ces différents phénotypes. On obtient donc 4 phénotypes qui sont équiprobables, qui prennent le même pourcentage de probabilité, à savoir 25%. Et ça, c'est typique de gènes indépendants. Pour terminer, nous allons maintenant aborder le mécanisme en lui-même, à savoir le mécanisme du brassage interchromosomique qui est à l'origine des différents gamètes qu'on a étudiés et donc des différents phénotypes observables pour la F2. On va repartir du début, on a nos individus de F1 qui présentent deux paires de chromosomes homologues qui portent chacun les gènes des deux caractères étudiés. En effet, on sait depuis peu maintenant que ces deux gènes sont des gènes indépendants situés sur des paires de chromosomes différentes. Alors comment on va distinguer nos paires? Eh bien, le plus important, c'est de faire varier la longueur des chromosomes pour bien les distinguer. Normalement, on peut aussi jouer sur la position du centromère, mais ici, ils ne sont pas présents parce que j'avais la flemme. Ici, le code couleur, il n'est pas innocent, il permet de distinguer les chromosomes d'origine maternelle des chromosomes d'origine paternelle. Lors de la première étape, on va avoir la réplication. On passe de chromosomes à une chromatide à des chromosomes à deux chromatides. Désormais, nous avons deux exemplaires de chaque chromosome. Nous avons doublé la quantité sans modifier le nombre de chromosomes. L'étape suivante est la plus importante. C'est l'étape de la métaphase. Au cours de la métaphase, les paires de chromosomes vont se reformer, c'est-à-dire que les chromosomes homologues vont s'appareiller sur leur longueur et se placer au niveau de l'axe de la cellule. Alors, le brassage interchromosomique, c'est quoi? C'est le fait qu'au sein d'une paire, un chromosome donné a une probabilité de 1,5 de se situer à droite ou à gauche de la plaque équatoriale, qui est un axe situé à égale distance des deux pôles de la cellule. C'est cet axe qui va déterminer la séparation des chromosomes d'une paire lors de l'anaphase qui va suivre. Ici, nous avons donc une cellule avec deux paires de chromosomes. Ça correspond donc à deux métaphases 1 qui sont possibles. Il y a une situation où, à gauche de la plaque équatoriale, nous aurons que des chromosomes d'origine maternelle et à droite que des chromosomes d'origine paternelle, alors qu'ici, nous avons une autre situation où, du côté gauche, nous avons un chromosome maternel pour une paire et un chromosome paternel pour l'autre paire. Donc c'est vraiment un phénomène aléatoire. Le nombre de combinaisons possibles augmente avec le nombre de paires de chromosomes. Ensuite, on a l'anaphase 1, où les chromosomes de chaque paire vont être séparés, ils vont migrer vers les deux cellules filles de la méiose 1. Donc ici, ça correspond à la loi de ségrégation. C'est-à-dire que les chromosomes de chaque paire se séparent, et au terme de cette méiose 1, on va avoir des cellules qui reçoivent un chromosome paternel ou maternel. Ici, par exemple, soit la cellule reçoit le chromosome maternel, et ici, cette cellule elle va recevoir le chromosome paternel. Ensuite, nous avons la métaphase 2, suivie de l'anaphase 2, où nous séparons les chromatides sœurs de chaque chromosome. Et nous arrivons donc à cette situation où nous avons tous les gamètes possibles. On observe donc 8 gamètes possibles. Ça veut dire que quand on considère tous les individus de la F1, eh bien, lors de la reproduction, ils peuvent potentiellement produire ces 8 types de gamètes. On peut faire des regroupements. Ici, les gamètes VG plus EB+, qui correspondent à ces deux cellules. Ici, les gamètes VGEB, VG plus EB, VG EB+. À chaque fois, on a une probabilité de 1/4, soit 25%. Ce sont ces gamètes qui expliquent les phénotypes observés en F2. Vous comprenez qu'ici, on a les mécanismes à l'origine de ces différents gamètes que nous avons identifiés précédemment, et ce sont ces gamètes produits par la F1 qui expliquent ces phénotypes, notamment les phénotypes parentaux et les phénotypes recombinés. Pour conclure, les phénotypes recombinés, que l'on peut observer au sein d'une famille, sont des phénotypes inédits, c'est-à-dire qui correspondent à des nouvelles combinaisons de caractères. Ils résultent du brassage interchromosomique, c'est un processus par lequel, en métaphase 1, les chromosomes homologues d'une paire se placent aléatoirement de part et d'autre de la plaque équatoriale. Donc un chromosome donné d'une paire, il a une probabilité de 1/2 de se placer à droite ou à gauche de cet axe. C'est un phénomène aléatoire semblable à un lancer de pièces. Ici, on voit sur ce schéma que l'on a donc deux cas possibles de méiose quand l'on considère une cellule qui ne dispose que de deux paires de chromosomes homologues.
Comme chaque paire de chromosomes elle se positionne indépendamment des autres paires, eh bien on a ce qu'on va appeler un assortiment indépendant des chromosomes au sein des cellules filles issues de la méiose. Je m'explique. Ici, le fait que ce chromosome maternel se place à droite de l'axe, c'est un événement indépendant du fait que ici, ce chromosome maternel de cette paire se soit placé à gauche. Et ici, c'est un cas très simple. Il faut considérer que chez l'espèce humaine, on a 23 paires de chromosomes. Donc vous imaginez bien que l'on a plein de cas possibles de méiose, plein de combinaisons de chromosomes différentes pour nos gamètes ici. Si on considère uniquement le brassage interchromosomique, on considère qu'un individu, par méiose, il peut produire 8,4 millions de gamètes différents. Donc c'est la fin de la vidéo. Donc si un jour, lorsque vous révisez le brassage interchromosomique, vous finissez un peu comme ça, n'hésitez pas à revenir voir la vidéo et ça devrait aller un peu mieux.